Bonjour Bedibos, bonjour les Dibos, bienvenue dans cette nouvelle pause dev, on est le 22 juin, il fait bon, on est bien, et je suis claqué au sol, j'ai plus de voix, c'est n'importe quoi. Medibos aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, j'ai avancé sur les derniers sujets hier en fin d'après-midi et puis un petit peu ce matin, et il y a eu pas mal de modifs de fait, donc on va regarder ça tout de suite, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, on va voir ça tout de suite. Pardon les Tibos. Alors, du coup, la première chose que j'ai dû faire, je vais me mettre, je vais me remettre en comme ça. Hop, voilà. La première chose, j'ai dû faire pas mal de petites modifs donc sur l'application hier. J'ai eu pas mal de renseignements aussi entre temps. On m'a répondu à quelques questions. Et donc voilà, je vous les avais laissés hier avec deux trois trucs en suspens parce que je voulais les faire off caméra pour des raisons de confidentialité et puis pour d'autres raisons techniques que je connaissais pas encore, dont je ne connaissais pas encore les réponses. Mais voilà, au niveau de la base de données, j'ai généré les app codes et les app keys, les guides là de mes applications de prod dans la base de données de prod. Donc ça c'est généré. J'ai mis à jour mon script de migration des utilisateurs en allant aspirer les utilisateurs de Rehost pour les mettre dans la base de données de prod, parce que ça, j'en avais parlé hier, c'est tranché. On va utiliser pour base, on va utiliser les utilisateurs Rehost et pas les utilisateurs Collect. Parce qu'en fin de compte, sur Collect, il n'y a qu'un seul utilisateur actif, c'est-à-dire moi. Donc du coup, les autres n'ont pas de données, on peut supprimer leur compte, il n'y a pas de souci. Donc on va utiliser les utilisateurs de Rehost. Petite subtilité, et je reviens sur un truc que je vous avais dit il y a quelques semaines, on va utiliser cette fois-ci, j'ai inséré les utilisateurs avec la contrainte de primary key désactivée. Parce que je me suis rendu compte que sur les 273 utilisateurs, il y en a une bonne centaine qui sont actifs dans l'application et assez pas mal actifs. Et ça va me demander beaucoup de temps de off où l'application ne sera pas opérationnelle si je voulais renommer dans la base de données chaque ID, si je voulais casser la FK, la foreign key que j'ai entre ma table utilisateur de Rehost, vu que ce ne sera plus des utilisateurs de Rehost, ce sera des utilisateurs qui viendront de l'autre côté. Et donc, forcément, les ID ne seront plus les mêmes, ça va être le gros bordel. Donc, du coup, j'ai inséré les utilisateurs de Rehost dans l'application en respectant leur primary key d'origine. C'était le même type, c'était un int pour les deux, dans les deux cas. Et du coup, ça va me permettre de les insérer, de respecter leur ID, leur matricule, leur ID d'origine. Et du coup, comme ça, les ID d'album correspondront bien, et tout sera ok. La seule chose qu'il faudra faire gaffe donc, c'est qu'il va falloir que je casse la foreign key que j'ai dans l'application Rehost pour que, par exemple, les albums, les photos, etc., tout ce qui est connecté à l'user, ce sera plus le user de Rehost, mais le user externe. Donc il faudra plus de foreign key là-dessus. Mais c'est pas grave. Ça, je me le suis noté dans un coin de la tête et je le ferai plus tard. Et la raison principale pour laquelle j'ai voulu insérer donc ces utilisateurs avec leur PK d'origine, comme je le disais, c'est parce que sinon il faut que j'aille après sur le disque dur du serveur et modifier le nom des dossiers de tous les utilisateurs pour que ça corresponde à leur nouvelle ID en fait, parce que les fichiers sont stockés sous le dossier upload slash ID d'utilisateur slash un guide, etc., etc. Donc ça c'était pas envisageable, ça me demande trop de temps de off. Donc du coup, on va garder les ID d'origine. Comme ça, les noms des fichiers sera bon sur le serveur, physiquement sur le disque dur. Il me restera juste à modifier les FK dans la table. Ça, on est bon. Au niveau du web service, j'ai modifié pas mal de mes requests qui étaient en post, je les ai passés en get parce que vous allez voir les dipos que j'ai utilisé une autre astuce, une autre façon de get mes données. Et je l'ai fait pour une et on va le faire ensemble, ce sera le but du stream d'aujourd'hui. On va le faire pour les autres web méthodes de mon web service, vous allez voir. On va utiliser le client, enfin pas le client, mais le pipe natif à Swagger, qui est très pratique parce que du coup il me permet de manipuler. Je vais vous expliquer un peu tout ça en détail, mais c'est lui qui va m'injecter la classe et tout, ce qui fait que je n'ai plus du tout besoin de connecter mon collect à la base de données depuis laquelle le web service se connecte. Vous allez voir, vous allez comprendre.
Donc du coup, ça fait que j'ai dû passer quelques-uns de mes contrôleurs en get, d'autres restent en poste. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix-là un peu plus tard. Et du coup, mes constructeurs de contrôleurs vont avoir un paramètre. Et oui, des paramètres. J'étais totalement contre ce fonctionnement-là hier dans le stream d'hier. Et puis je me suis renseigné un petit peu. Et en fin de compte, premièrement, comme c'est des appels web service, c'est encapsulé dans des trames SOAP, j'imagine, hein. Donc du coup, en tout cas, c'est des échanges HTTP, donc les paramètres ne sont pas visibles, ok. Et en plus de ça, de toute façon, ils arrivent chez moi chiffrés avec le protocole SSL. Donc il n'y a aucune possibilité que les trames se fassent intercepter. Ça devrait fonctionner comme ça, on va garder un œil dessus. J'aimerais tout de même, malgré tout, passer les données que je veux conserver, non pas dans des headers, parce que c'est un peu dur, mais dans le body. On verra, la solution technique actuelle ne me permet pas de le faire, donc pour le moment on va garder des paramètres, mais dès que j'ai la réponse à cette question et que j'ai la possibilité de les basculer dans le body de la request, hein, et non pas dans les headers, pardon, et non pas dans la query, on les fera comme ça. Maintenant, si je vois que c'est pas possible, si vraiment techniquement il n'y a pas de possibilité de le faire actuellement, et ben dans ce cas on les basculera dans les headers et puis tant pis, on fera ça comme ça. Ok, Dibos. Voilà, du coup j'ai modifié aussi mes types de sorties maintenant dorénavant dans mes web services. Dans mon web service, mes méthodes ne me retournent plus du JSON, hein, mais me retournent un type un type fortement typé, un int, un string ou un debris user. Ça m'a été rendu possible par justement la modification côté client de ma structure d'appel au web service. Je vais vous montrer ça juste après, vous allez comprendre tout de suite. Et enfin, côté collecte, bah du coup, j'ai modifié quelques trucs qui étaient restés en suspens. Typiquement, les clés de config, je les ai basculées dans un fichier de config. Voilà, voilà. Ça, vous vous en doutiez un petit peu, les dibos. Voilà pour tout. Bah, je propose qu'on commence tout de suite avec ces petites. On va faire un petit état des lieux du coup de ces modifications-là que j'ai faites. Et donc, euh, et donc, je vais commencer par la couche service. Je pense que ce sera le plus parlant pour tout le monde. Alors, j'ai créé un petit contrôleur à la con hein, qui me retourne simplement la version du web service. Voilà, je vous le montre là. Et c'est un exemple, hein, c'est pour vous montrer comment faire un get et pas un post comme j'ai eu jusqu'à maintenant. Et donc c'est tout simple, hein, ça va me ça va me retourner une chaîne de caractères avec la version de l'assembly. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que quand je publie mon web service, la version est auto-incrémentée par mon système de livraison automatique, et du coup ça me permet de garder un œil sur la version qui est actuellement en production et etc. etc. Du coup, moi, ça me permet de suivre un œil dessus et de savoir quand est-ce que c'est livré et quand est-ce que je dois mettre à jour mes clients avec la nouvelle version. C'est juste une petite méthode get de rien du tout, hein. Voilà, c'était juste pour l'exemple. De fil en aiguille, donc, je suis arrivé à modifier mes contrôleurs. Vous avez vu, maintenant mes contrôleurs, ce ne sont plus des posts, ce sont des get, ok. Et ça, c'est tellement vrai que dans la Swagger UI là, que ça me donne en prod, vous voyez, certaines de mes fonctions sont passées de post à get. Certaines sont toujours en post. J'ai dit que je vous expliquerai juste après. Ça modifie évidemment le JSON du web service, ce qui fait que ça demande forcément de mettre à jour côté client. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh ben c'est tout simple, c'est parce que vous allez voir que j'ai réussi côté client à utiliser une autre solution. Rappelez-vous, hier j'étais bloqué avec du post async là de ma classe HTTP client native à mon framework, à mon SDK. Et du coup, en faisant ça, j'avais pas la possibilité de passer de paramètres en fait. Ou plutôt, j'avais pas la possibilité de passer de paramètres dans le body et dans le header si je n'étais pas en mode get. Voilà, c'est comme ça que c'est considéré. Si je n'étais pas en mode post. Par définition, le get, il met un ID dans la query et bisous. Et moi, du coup, je suis passé par une autre solution qui me permet cette fois-ci de faire du get avec des paramètres. Donc, on va voir ça après en détail dans le côté client. Mais côté serveur, ça donne ça. Enfin, côté web service, ça donne ça. Mes actions passent donc en HTTP get. Très important, cette fois-ci, elle retourne un objet fortement typé, hein, et pas un JSON, pas une chaîne de caractères JSON. Ok, et la nouveauté aussi c'est le paramètre qui arrive ici. Du coup, le reste de la procédure c'est exactement la même. À la seule chose près, c'est que du coup je return donc un objet typé et non pas une chaîne de caractères au format JSON. Ok, enfin JSON en chaîne de caractères.
Voilà, donc du coup côté service ça change pas grand chose si ce n'est que du coup on change les types, hein, c'est plus du JSON comme vous avez pu le voir. Et du coup certains sont restés en mode post, ça c'est moi qui me le suis imposé, c'est parce qu'en fait je considère que tout ce qui fait un select uniquement dans la base de données, je veux que ça soit un get. Ok, c'est aussi pour moi pour m'en rappeler. Je sais qu'une création d'utilisateur, ça doit me retourner un identifiant de la ligne que j'écris dans la base de données, donc ça me retourne un int, hein. Et par contre, c'est un post parce que ça prend plein d'informations et ça les met dans la base de données. Ça poste des choses en base de données. D'accord? Et puis get, par contre, ça fait juste un select dans la base de données et ça me retourne les informations qu'il a récupérées dans la base de données. Dans un sens, le retour est plus consistant que l'action effectuée. Donc ça c'est un get. Dans l'autre sens, le retour est juste un pauvre int ou voire même un void et c'est l'action qui est plus importante. Ok, soit on get de l'information du serveur, soit on envoie des informations au serveur. Voilà, c'est comme ça que je vois et c'est comme ça que j'ai fait mon choix au niveau de la technique utilisée. Voilà pourquoi j'ai quelques fonctions qui sont en get et d'autres qui sont en post. Typiquement un get user by login ou by ID, ça reste un get, c'est pas un post. Ok, donc ça c'est quelque chose qui a un petit peu modifié, qui a un petit peu changé par rapport à la fois dernière. Voilà, je m'en excuse, c'est vrai que je vous ai un peu induit en erreur là-dessus, ou pas, je sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais en tout cas ça semble fonctionner. On va lancer ça en debug. On est à jour au niveau du contrôle de code source et de la prod, donc on peut y aller. Ok, au niveau de mon application du coup, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique au niveau de mon application? Alors première chose, donc, comme je vous l'ai montré, il faut bien penser à ajouter dans ces services connectés le web service. Le web service qui va qui prend donc le JSON, l'espèce de schéma que fournit Swagger, c'est de là qui va se servir pour aller mapper et créer ces objets de mapping. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça ressemble à un truc qui ressemble à ça. Voilà, c'est du JSON, hein, ok. Et là où c'est pratique d'utiliser d'utiliser ça plutôt que la solution précédente, c'est que là tout est bien décrit, hein. On voit bien que j'ai bien un int pour cette fonction-là, j'ai bien un int attendu pour le retour, pris en paramètre, c'est un entier en paramètre qui s'appelle user ID, et la response elle est de type, c'est écrit là, elle est en texte. Ah bah voilà, c'est ça. Elle est de type debris c'est un objet, voilà. Alors qu'auparavant, en utilisant mes types, alors je ne sais pas si c'est une limitation de Swagger ou si c'est moi qui n'ai rien compris, mais en utilisant des types de sortie JSON côté web service, ici dans l'application côté client, il me générait uniquement des méthodes void, donc il n'y avait aucun moyen de récupérer le type de sortie. Voilà pourquoi aussi je suis passé donc sur des types forts au niveau de la sortie de mon web service, des retours du web service. Voilà, ça explique ceci, explique cela. Ok, donc je vous montre un peu rapidement ce que ça donne. Dans mon couche contrôleur, ça change pas grand chose. Il y a un peu de gestion d'erreur à faire, mais c'est pas très important. Par contre, là, c'est assez critique. Ça, c'est les exemples. Ça, c'est un exemple d'appel comme je faisais jusqu'hier et que je vous ai présenté hier. Ok, donc c'est-à-dire un HTTP client qu'on balance dans un avec donc HTTP client, ça c'est l'objet qu'on va balancer à qui va aller exécuter le post. À l'occurrence, c'était des posts à l'époque. Ok, avec l'URL ici passé en paramètres, en tout cas en partie en paramètres et un petit bout écrit en dur. Et ici un forme de texte, un content qui est en fait une clé de dictionnaire qui contient les valeurs donc de ce que je veux inclure dans ma request, que ce soit le body ou les headers. Ok. Ensuite, je get le résultat de ça et je suis capable d'intercepter donc le type enfin le contenu de mon résultat. Est-ce que mon résultat, déjà, est-ce que ma requête est de type HTTP 200 ou est-ce que c'est HTTP 400 ou 500 ou est-ce que mon serveur est injoignable, etc. Là, c'était à moi donc de m'en assurer en faisant ça. Ensuite, je read le contenu, je le mets dans du JSON et bisous. Et je désérialise donc parce qu'à l'époque c'était sérialisé en JSON. Le problème avec cette solution-là, et c'est pour ça que j'ai voulu absolument basculer sur celle-là que je vous présente juste après, le problème avec cette solution-là, Ladyboss, c'est que ça me force à avoir, eh oui, ça me force à avoir quelque part, quand je veux désérialiser ce que le serveur m'envoie au format JSON, je suis obligé de lui dire dans quoi je veux le désérialiser. Je lui dis que ce qu'il va recevoir, c'est un debris user, ou un int, ou un double. Ok, donc ça veut dire que moi, mon application client, elle doit avoir connaissance de ce que c'est qu'un int ou un double,
pas de problème, mais aussi un debris user. Eh oui, donc ça veut dire que je dois avoir une classe quelque part dans mon client qui doit contenir donc ce fameux objet db user, debris user là, dans mon application. Et il est hors de question que je le fasse à la main, parce que ça veut dire que le jour où côté web service je décide de changer quelque chose dans cette classe là de retour, ça veut dire qu'il faut que je passe sur toutes mes applications une par une pour rajouter, modifier le type, rajouter la colonne, le champ, etc., etc. Vu Medibos. Donc le fait de passer par cette solution là, au final, de toute façon, ça a généré une erreur quand je me suis déconnecté de la base de données, parce que forcément, il n'y avait plus accès à la table d'Hybrid User. Donc, ça matchait plus, j'avais des erreurs de compilation. Donc, donc du coup, je suis passé sur le formalisme suivant, précédent, en l'occurrence suivant, celui qui est là. Et celui-là, il est beaucoup plus simple, vous allez voir, il est plus simple dans l'écriture, mais il est plus complexe dans sa mise en œuvre. Je passe toujours par un HTTP client dans lequel j'intègre les headers, le code et le key de mon application, pareil, passer en paramètres dans mon fichier de configuration. Et donc ici, je me connecte à un Dibri client. Ça, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui a été généré ici quand j'ai connecté mon service connecté à mon application. Ok. Et du coup, je lui passe en paramètre l'URL. Ok. Que pareil qui est dans le fichier de configuration. C'est là où je vous disais que je pourrais quand même forcer à cet endroit-là, je pourrais forcer avec un if debug, je pourrais forcer l'utilisation du code en local et de la version prod, on peut différencier les deux, discriminer les deux. Moi c'est le cas, j'ai un fichier de config de la prod, un fichier de config de dev, donc ça m'arrange. Et je lui passe en paramètre mes headers et uniquement mes headers. Ok, c'est là où je voulais en venir, Medibos, avec ce que je t'expliquais tout à l'heure en début de stream. Je n'ai à ce moment-là aucun moyen, à ma connaissance, peut-être qu'il en existe un et dans ce cas-là, je serais bien ravi de le faire, mais à ma connaissance, à ce moment-là, il n'y a aucun moyen de lui préciser des key values, des valeurs, des données qui seraient dans le body. Eh oui, mon HTTP client, je peux manipuler ces headers ici, en ajoutant des headers personnalisés dedans, mais il n'existe pas de solution, de façon à ma connaissance, d'ajouter dans mon HTTP client des formes, des default request forms, quoi. Ça n'existe pas. On peut pas manipuler le body depuis ici. Il faut créer un objet HTML content, HTTP content, je sais pas quoi, le URL encodé, etc. Et le remettre dans le HTTP client et le basculer donc quand on fait l'appel en dessous, dans un deuxième temps. Ok. Et là, c'est pas possible parce que quand j'ouvre la connexion à mon web service, il me demande déjà le HTTP client. Donc à ma connaissance, c'est pas possible. C'est pour ça que à partir de maintenant, les paramètres que je veux envoyer à mon web service, soit je devrais les passer dans les headers, comme là c'est fait pour traiter ces paramètres de sécurité, soit je les passe ici en paramètres de la fonction. Ok. Alors, pour le moment, j'ai laissé cette fonctionnalité-là parce que c'est sécurisé, SSL, etc., etc. Mais c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, le mot de passe en clair de l'utilisateur va passer là-dedans en paramètres. Et oui. Ça m'ennuie fortement, mais j'ai pas trop le choix. Donc en attendant, ça sera fait comme ça jusqu'à ce que je trouve une solution, soit pour le mettre dans les headers, mes paramètres, soit les mettre dans le body d'une façon ou d'une autre. Et donc on arrive donc à l'interrogation donc du web service. On se connecte, on ouvre le socket avec le web service. En l'occurrence, c'est fait ici parce que c'est asynchrone, mais bon, on crée l'objet ici, on l'instancie. Ok, et là on l'interroge. On lui demande d'aller chercher le get user, donc c'est celle que vous connaissiez jusqu'à maintenant, avec l'ID en paramètre. Et là, si c'est typé, vous voyez, il attend un int et il me retourne un task de debris. C'est plus un task de void ou un task tout court et qui prend 0 paramètre. Voilà, maintenant c'est vraiment explicite. Ça me permet donc de mettre du juste et de coller mon ID ici, machin, machin. Et alors là où c'est par contre où c'est un tout petit peu rigolo, c'est que je ne peux plus manipuler la response comme ça. Et oui, là la response elle est directement générée ici, et si jamais il y a un souci de connectivité ou si le serveur me retourne soit un 404, soit un 400, soit bref un code d'erreur, à ce moment-là ça me lève une exception. Je peux pas moi aller checker le retour, le type de retour. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai encapsulé ça dans un try catch et que du coup je suis obligé ici de faire de la gestion d'erreur. Voilà. C'est une petite contrepartie avec cette solution-là, ce formalisme-là, c'est que je suis obligé là de faire un peu de gestion d'erreur. Bon, c'est pas méchant, j'ai mis un try catch et puis return nul, bon voilà, je pourrais expliciter.
Mais voilà. Pourquoi ici return nul et non pas un code d'erreur? C'est parce que là, on est côté application, Boss, ok? On est côté application. Côté serveur, je vais générer une erreur, ok? Je sais que j'ai envoyé une 400 à mon client, donc la 400 elle est loguée, j'envoie un mail à l'administration. Mais l'application n'a pas besoin de savoir ce que c'était l'erreur. Juste, il y a eu une erreur, bisous. Ok, donc return nul, et effectivement dans ma couche supérieure, c'est-à-dire dans mon contrôleur, si jamais j'ai un nul, je redirige vers une page d'erreur on ne peut plus bateau où je dis bonjour, une erreur est survenue. Voilà, c'est pas la peine d'inonder l'utilisateur de mon application web avec des erreurs techniques qui proviennent du web service. C'est deux choses complètement différentes et l'utilisateur n'a pas besoin de savoir ça. Ok, Medibos? Voilà. Donc du coup, on en revient là et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce sera l'objectif de ce stream là, c'est de, du coup, va falloir basculer toutes mes autres ici, toutes mes actions de mon contrôleur, enfin, plutôt c'est des méthodes de mon user service là sur Collect. Il va falloir toutes les basculer sur le nouveau formalisme d'appel, comme j'ai fait ici pour ce premier là. Donc c'est pas très compliqué, on y va, c'est tranquille, hein. Hop, je vais prendre simplement exemple sur celui-là et c'est parti. Alors, si encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions d'amélioration, typiquement, si vous avez une solution pour que je puisse passer mes paramètres dans le body à partir de mon HTTP client ici, je suis ultra preneur. Je saurais le mettre dans le header, mais ça m'ennuie. Moi, je préférerais le mettre dans le body de ma request. Si vous savez le faire ici en une seule ligne, dites-le moi, ça m'intéresse. Et je fais mes gestes avec mes doigts, or qu'à off, en touchant, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Je sais pas si je vais tenir 2 heures les 10 boss, je suis complètement claqué au sol ce matin. Alors on y va, c'est parti, mes deux headers ils sont là, je crée mon machin, je crée mon appel. Alors ce qui est génial aussi avec ce nouveau formalisme là, il y a une différence qui est fondamentale. C'est une petite différence subtile mais croyez-moi elle aura son importance pour la suite. Regardez bien attentivement. Ici, quand j'instancie mon client, quand je lui dis bonjour, je vais créer un client. Déjà la première chose, ça pourrait être injecté ça pourrait être injecté en injection de dépendance. Je ne l'ai pas encore fait, parce que je n'ai besoin qu'à certains endroits ciblés. Le web service ne couvre pas toute mon application de collecte, elle couvre qu'une certaine partie de mon application, mes besoins. Donc j'ai décidé de ne pas l'injecter par dépendance et donc de ne pas instancier ça, hop, au démarrage de mon application. Ok, je pourrais très bien, regardez bien, ici on va avoir les mêmes 4 lignes ici, là, et puis pour toutes les autres. Ce qui fait qu'en fin de compte, je pourrais très bien imaginer que mon Dibri User Service là, il appelle ici un Dibri WS client et puis que toute l'association soit faite au startup de mon application. C'est la bonne façon de faire. C'est comme ça qu'il faudrait le faire. Comme ça ici, j'ai juste à appeler. C'est comme ça qu'on fait pour la base de données d'ailleurs, hein. Quand j'appelle une base de données, je récupère un DB contexte ici depuis mon constructeur. Il est instancié ici, voilà, dans mon objet read only, enfin, on s'en fout. Il est passé en injection de dépendance et du coup toutes mes méthodes ici y auront accès. Ok, c'est comme ça que la bonne pratique devrait être faite. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire ici parce qu'il y a vraiment que dans ce petit service-là que j'ai besoin de me connecter à mon web service. Ok, Medibos, c'est vu? Voilà, si vraiment j'avais besoin de me connecter au Dibri WS Client, ici, là, au Dibri WS, mon web service Dibri, quoi, et si j'avais besoin de me connecter partout dans l'application, que ce soit par les contrôleurs, par les services, par les helpers et tout, à ce moment-là, ok, pas de souci. Typiquement, un web service qui gère, je sais pas moi, qui gère une session de navigation, un truc, enfin je sais pas, on peut imaginer un tas de trucs qui gèrent un cookie, etc. À ce moment-là, ok, pas de problème, je le déporterai, je l'instancierai dans ma classe de démarrage de mon application et je le monterai, clac, en injection de dépendance. Là, j'en ai pas besoin, donc voilà pourquoi ici je prends la peine à chaque fois d'instancier un nouveau d'hybride WS client. Ok. Je sais que c'est moins performant que de le faire une seule fois et ensuite s'y coller à chaque fois, mais j'ai choisi de le faire parce que je pense que le gain au final serait vraiment minime, voire inversé, parce que j'ouvrirais à chaque fois potentiellement une connexion à un service dont je ne me servirais pas pour la plupart du temps. Ok, donc on y va, on continue. Ceci étant dit, on continue. Voilà, voilà. Donc j'instancie mon petit WS client et effectivement, comme vous l'aurez remarqué, cette ligne-là est exactement la même que celle-là. Ok. Ok. À aucun moment, pour le moment, hein, à aucun moment je ne lui précise ça. Ok. Bah, c'est là justement où c'est super pratique de pouvoir bosser avec un service Swagger qui s'appuie donc sur une description JSON explicite de mon web service. On peut aller le voir hein, si ça vous intéresse. Le code généré, il est là.
Et vous allez voir que c'est déjà collapsé, non? Ouais, voilà. Et vous allez voir qu'il me génère tout un tas de trucs. Voilà. Ça ressemble beaucoup à une web référence qu'on avait sur les web services ASMX et WCF de la bonne époque, hein. C'est le même principe de toute façon. Et vous voyez que dedans, il porte donc la fameuse. Il porte les classes en elles-mêmes, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il les porte. Bah, si d'ailleurs, je sais ce qu'il y a dedans, ils sont là. Les properties sont là. Pareil pour mon user, ok. Il les intègre à l'intérieur. Pareil pour les thèmes. Et puis pareil pour pareil pour la, c'est quoi que je voulais vous montrer, c'est tout simplement mes actions, elles sont là. Et donc du coup mes actions elles sont là et vous allez voir que c'est à l'intérieur même des actions que on prend la base URL et on append le nom du contrôleur dans lequel se trouve le code à exécuter, la route à laquelle s'attacher. C'est super pratique parce que ça veut dire qu'ici j'ai juste besoin de lui passer la base URL de mon web service, donc prod ou dev ou staging ou ce que vous voulez. Voilà, il pourrait l'intégrer nativement lui dans son code généré, mais je trouve que c'est mieux de le faire là parce que ça me permet justement de manipuler cette propriété là et du coup de différencier mes environnements de travail, mes environnements d'exécution. Et donc je lui passe ici la base URL et c'est en fonction ici, en fonction de la méthode du web service que je vais appeler, qui va savoir lui quel contrôleur aller attaquer l'autre côté. À aucun moment je vais devoir lui préciser d'aller attaquer le user login. Ok, c'est ici quand je vais appeler l'autre fonction qui va aller savoir que c'est l'autre URL qu'il faut faire. Voilà, il le fait tout seul. Et ça c'est super pratique et ça fait donc une raison de plus de factoriser tout ce morceau de code là puisque ce sera probablement le même appelé partout. Ok Mediboss. Bon. En fait, ce que je pourrais faire, oui, effectivement, à défaut de injecter ça par dépendance, je pourrais quand même me créer une petite private. Bon, ça c'est de l'optimisation, même pas de performance, mais juste de lecture. C'est pas très très pertinent. Donc voilà, je vais collapser ça, mais laisser le point d'arrêt, parce que tout à l'heure à l'exécution, vous verrez comment ça fonctionne. Celle-là, par exemple, elle est appelée, cette fonction-là, elle est appelée quand j'essaie d'afficher mon panneau d'utilisateur dans l'application. Et celle-là, plus intéressante, elle est appelée dès que je me log, dès le processus de login. Donc on va aller la modifier tout de suite, celle-là. Et puis vous allez, comme ça, on va la débugger, vous allez voir ce qui se passe. Et en fait, ce que je ferai, c'est que je commenterai ce code-là et je décommenterai celui-là et réciproquement. Comme ça, vous verrez les deux versions tourner. Ça vous va comme ça? Donc on y va. Si ça vous va comme ça, on y va. Du coup, ma response ici, c'est plus celle-là, c'est celle qui dit user by login, voilà. Ici, le login, on se rappelle, il a besoin, hop, elle prend en paramètre. Bon, je sais que c'est un email, mais j'aurais voulu vous afficher le prototype. Voilà, un email et un password. Ok, tac. Ça fait sa demande au serveur, ça revient. Var response. Impossible de déclarer une variable locale à la response de portée car il existe déjà. Oui, forcément, elle est là. Ça, c'est l'ancienne version. On la commente. Ok. Donc là, normalement, le result, c'est un type, c'est une task de debris, ok. Cette fonction-là retourne une task de debris. Donc moi, je demande le résultat. Donc du coup, c'est bien un debris synchrone. Du coup, ce code-là s'exécute de manière totalement synchrone. Hein, encore une fois, on n'est pas sur de la synchrone. C'est voulu, hein, c'est volontaire. Je vous en ai déjà parlé hier, etc., etc. Il faut que je me mouche, les dibos. Je suis désolé. C'est l'enfer. C'est pas la Covid, hein. J'ai fait un test, vous inquiétez pas, je suis négatif. Et de toute façon, ça se transmet pas par Twitch. Ok, donc on y va. Là, c'est fait. Donc a priori, c'est la seule chose que j'ai dû faire ici. Donc on est bon. Je devrais pouvoir tester ça. En fait, actuellement, vous savez ce qu'on va faire? On va plutôt faire ça. On va utiliser l'ancienne d'abord pour se connecter à l'application. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je remets mes scènes, s'il vous plaît. Ok, ça compile. La compilation est un tout petit peu plus longue que précédemment parce qu'en fait à chaque fois il doit générer à la volée les classes qui sont décrites dans le fameux JSON. Un peu comme les TT d'un fichier EDMX qui va me générer mon contexte et mes classes, mes pocos, tout ça. Là c'est un peu le même principe, à chaque compilation il dépile le JSON et il autogénère donc ce fameux code autogénéré là, tac, que je viens de vous montrer. Ok Lady Boss. Ok donc alors... Effectivement, si vous avez été attentif, j'ai généré ici, là, le JSON pointe vers mon environnement de prod. Ok.
Je l'ai monté aussi ça hier soir offline avec vous. Hier soir quand je vous ai quitté il ne fonctionnait pas d'ailleurs, hein. Cet affichage là que je vous ai montré sans aucune sans honte, hein. Ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment une toute petite connerie. Je vais vous montrer juste après le pourquoi du comment. Vous allez rigoler. Moi aussi j'ai rigolé quand j'ai compris d'où venait l'erreur. C'est pas grave. On est là pour ça. Et donc du coup, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est que du coup, vu que là, hop, l'URL, il la reprend. Alors, attendez, on va passer par ce code-là. Vu que là, l'URL, il la prend depuis le paramètre de mon application, effectivement, moi, je vais faire appel à mon web service de dev. D'accord? Là, il s'est basé sur le schéma que lui a fourni ma prod, parce que c'est là que de toute façon ma dev a abouti. Donc moi, je suis conscient que je n'ai pas de différence de version entre celui qui tourne en dev et celui qui tourne en prod. Sinon, effectivement, ça ne pourrait pas fonctionner. Ok? Donc du coup, la prochaine étape, c'est d'aller lancer mon web service. Il l'est déjà lancé, j'avais prévu le coup, mais voilà. Et donc ce que je vous montrais à l'instant, ce que je vous disais à l'instant, pour mon histoire de machin qui se lance pas là, c'est tout con. Vous allez voir, vous allez rigoler. On est bien sur la couche service, on est là. Dans mon programme ici, non, perdu. Si c'est ça, c'est Swagger normalement. Ah bah oui, oui, je suis bête. Voilà. Donc c'est dans ma couche de démarrage de mon application, de mon web service. En fait, si vous êtes un petit peu habitué avec le fonctionnement d'une application .NET Core, vous avez vous seriez probablement tombé dans le même piège que moi et vous l'aurez peut-être vu plus rapidement que moi. En fait, ça là, tout ce code là, il était pour utilisation. Je vais vous montrer directement le code. On va prendre une version un peu ancienne. Voilà, celle-là. Hop, il était paramétré, il n'y avait pas le else c'est moi qui l'ai ajouté. Il était comme ça, mon code d'origine. Donc en fait, le Swagger, en fait, il était actif uniquement sur l'environnement de dev, tout simplement. Donc du coup, une fois parti en prod, une fois la bibliothèque buildée en mode release, bah du coup, il y avait plus, tout ça n'existait pas. Du coup, il n'y avait pas de use Swagger, du coup, pas d'UI. Voilà. Ok, Medibos, donc là j'ai juste corrigé ça ici en enlevant le if développement, quoi. Ce qui fait qu'il y aura tout le temps du Swagger qui sera accessible à cette adresse là. Ok, ça c'est un nom que j'ai mis à la main. Je pense que par la suite ici je mettrai, je dynamiserai ici avec mon numéro de version. Enfin, on s'en fout, c'est pas très grave, c'est pas très pertinent. Ce qui serait pertinent par contre, c'est de vous montrer comment ça marche. Donc là, on lance le web service de dev, très important. Le voilà, il est ici. Ok, je suis bien sur mon localhost. Ok, j'ai bien certaines en get, certaines en post. Ok, ok, on retourne à collect. Voilà, il est ici. Et donc collect it, il est en train d'être modifié. On a la partie get user by ID qui passe par le nouveau fonctionnement, ok. Et on a le get user by login mot de passe hein, qui fonctionne par l'ancien fonctionnement. Et je sais tout de suite que je pourrais pas vous montrer celui-là, les dibos, parce que c'est un post. Et ouais, ouais, c'est ça, c'est un post async. Et il faut peut-être que je bascule en get async. Get async, ça doit exister, mais je pense que le prototype n'est plus le même. Qu'est-ce que c'est qu'il prend là? Ah ouais, il va refuser carrément mon... à moins que ce soit un autre... ouais. Cancellation token. Et parce que par définition, quand c'est un get, on n'a pas besoin du HTTP machin là, de ça. Du coup, je peux pas lui passer mes paramètres. Voilà, il fait juste un get vers cette URL. Il prend pas en compte les headers et les body machin. C'est pour ça que j'ai tout passé en post à l'origine. Ok. Donc effectivement, je suis désolé, Dibos, je ne pourrais pas vous montrer le fonctionnement de l'ancien formalisme puisque j'ai tout passé en get côté web service. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer le nouveau. Voilà, celui-là. Vous allez voir que le fonctionnement est strictement identique. Pendant ce temps, mon application va se compiler et se lancer. Vous allez voir que le fonctionnement est rigoureusement identique. Hein. Pour rappel, donc j'ai mon web service qui tourne ici. C'est long, hein, c'est long à démarrer. Heureusement qu'il y a de la musique. Faut profiter pour boire un coup. Évidemment, c'est à ce moment-là que c'est fini de charger. Ok, donc
On arrive, on va se connecter. Et voilà, et donc ici on va faire appel à mon get user by login mot de passe. Hein. Là c'est mon compte de dev, hein, on s'en fout, 1, 3, 4, 5, 6, voilà. Ok, on prépare, on prépare, on prépare, on appelle, enfin on initialise la couche réseau. Et là, boum, on fait l'appel. Voilà, on appelle donc l'autre côté. J'ai pas mis de point d'arrêt parce que ça fonctionne, je voulais juste vous montrer. Voilà, la response elle est là, et la response c'est donc un user d'Ibri, puisqu'il est là. Et voilà. Ok les boss. Voilà. Donc l'appel, la construction de la connexion au web service est un tout petit peu différente, mais sinon vous voyez que le résultat est strictement identique. Et ici quand je clique sur le panneau utilisateur, j'ai déjà fait la bascule, hein. C'est celui-là, c'est le get user by ID. Et vous allez voir que là maintenant l'exécution va être beaucoup plus rapide parce que la couche réseau est prête à... Voilà, c'est instantané. Boum. Voilà. Du coup là je get bien. Et du coup ce que je voulais vous montrer, ça c'est plus intéressant. Ce que je voulais vous montrer, c'est tac. C'est que ici, si je manipule et que je trafique ici et que je génère, en fait, je voudrais générer une erreur. Je voudrais générer une erreur pour vous montrer ce qui se passe quand j'arrive ici dans l'exception. Au préalable, avec le fonctionnement d'avant, je pouvais manipuler moi le code de statut, le status code HTTP de mon retour serveur. Ok. Maintenant, vous allez voir, c'est plus le cas. Voilà, clac. Ici, il y a une exception qui va être levée. Voilà. Alors, effectivement, l'exception me dit que c'est une erreur 400 HTTP 400. Le serveur m'envoie bouler avec une erreur 400. Ok. Donc, du coup, moi, je lui retourne un truc nul. Ok. Et du coup, moi, dans ma couche applicative, j'ai simplement fait une redirection vers un message d'erreur. Oups, il y a une erreur. Voilà. Ok. Encore une fois, mon application client n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé côté serveur. D'accord. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je systématise un peu partout, parce que jusqu'à maintenant je me basais juste sur le code statut pour manipuler un peu le rendu à l'écran et aller sur une page d'accueil ou autre. Là maintenant j'ai fait une vraie page d'erreur, donc voilà, c'est aussi une modification que je suis en train de faire sur Collect. D'accord. Et bah allez c'est parti. Ce que je vous propose c'est de faire simplement ça c'est l'index, non c'est pas ça. Si c'est le index du user, c'est la couche service. Ce que je vous propose c'est d'aller quand même factoriser ça dans un coin, dans une petite action privée locale, hein, une petite méthode privée. Voilà, on va le faire tout de suite. Je vais pas l'injecter en dépendance, mais je vais juste le mettre quand même dans une variable, dans une globale. Hein. Ça doit me retourner un objet qui est un DBRWS client. Voilà, et on va l'appeler, je sais pas. Voilà. Voilà, a priori c'est bon parce que de toute façon le key code de mon application ne va pas changer entre chaque passage ici, hein, donc il n'y a aucune raison. Il est là, ok, init, il a besoin d'aucun paramètre si je dis pas de bêtises. Ça c'est pareil, c'est dans mon machin. Ok, et ben on est bon. Et maintenant on va appeler ça. Elle est privée, hein, on va la mettre comme ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Voilà, hop, ça c'est juste ma façon de bosser. Ok, et on revient ici et normalement tout ça, ok, on a besoin d'un livret client, donc tout ça, si je fais ça, ça devrait être satisfait. Voilà, ça en factorise, bon, ça fait toujours ça de code en moins. Honnêtement, je pense pas que ça change grand chose, c'est juste l'appel qui est délocalisé, mais bon, voilà. C'est juste que on passe quand même d'un code de une vingtaine de lignes à un code qui va en faire avec des try catch explicites, hein, qui va en faire même pas une dizaine quoi. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup de passer par ça. En plus, c'est auto-généré. Et du coup, en plus, dans la version Ladyboss, la version que je vous ai présentée hier, en plus, je me suis pris la tête, je l'ai appris entre temps. Hein. Hier, je vous ai montré déjà comment connecter le service Swagger là dans les objets connectés là de Visual Studio de ma solution. Et en fait, je m'en servais pas puisque je faisais un appel. À aucun moment ici là, regardez bien, à aucun moment dans ce code là, je n'utilise mon Dibri Web Service.
puisque j'utilise pour la désérialisation, je l'utilisais la classe qui était fournie par ma base de données, et côté interface réseau, j'utilisais simplement le post async natif à la classe HTTP client fournie par le SDK. C'est probablement ce que fait aussi le Swagger machin là, c'est une encapsule ce truc là, mais du coup c'est quand même beaucoup plus flexible, hein. Alors là on va sur un cas un peu différent, on va aller faire un post pour un create user. Donc c'est parti. Ouais, je suis sur le bon écran. Au moins aujourd'hui, je me cours pas trop sur les scènes, c'est pas mal. Var response. Ouais, forcément, ça va le faire. Pip, c'est tout à fait normal. Et donc au niveau de mes paramètres, cette fois-ci, la fonction va s'appeler pas comme ça, elle va s'appeler create user sync. Voilà. Et elle prend en paramètre un email, je sais plus, on va lui demander. Elle prend en paramètre un email, un password, un email, on a dit, un password, un first name, voilà, et un name. Enfin, un last name qui ici est un name. Ok, ok, oui, je sais, il y a déjà un response ici, tu vas me faire chier, voilà, ok. Voilà, là on a les quatre paramètres qui sont passés, on sait que c'est un... Que ce soit un post ou un get ici, on s'en fiche, hein, c'est la couche, elle-même la couche réseau qui s'en occupera, la couche Swagger qui va s'en occuper. Tout ce que je sais, c'est que moi je veux la version synchronisée. Ouais, et du coup, alors là, l'exception, ça sera plutôt... comment j'avais fait ça? J'avais mis return 0. S'il y a un problème, je mets 0, sinon je retourne l'objet désérialisé. Bah, qu'à cela ne tienne, hop, return 0. Voilà, et sinon, return response. Ma response, qui est donc un task de int, mais synchrone, donc qui devient un int. Voilà, ok. Donc là, pour moi, ça là, on va le tester bien sûr, mais pour moi, ça, ici, c'est égal à tout ça. C'est quand même vachement moins explicite, hein. Et on n'a pas besoin de se faire chier à désérialiser quoi que ce soit. C'est quand même pratique. Ok, on y va. Je me permets de supprimer le code, puisque de toute façon il est dans mon contrôleur de code source, hein. Si je veux revenir à la version précédente, je prendrai la version précédente tout simplement. Ok, et bah pareil pour l'update, hein, vous avez compris. Aujourd'hui on va se contenter de ça. Voilà, on va casser ça. Bim. Ok, donc là on n'est plus sur du create user, vous l'avez compris, on est sur l'update. Update user. Update user, elle prend pas les mêmes paramètres, il me semble, elle prend déjà un ID, ça c'est sûr, un user ID. Voilà. Elle prend un first name. Elle prend un last name. J'ai mis les bons noms de paramètres, c'est bizarre. Et elle prend un theme ID. Voilà. Ok. Ok, on est bon. Si jamais c'est pas bon, donc on est dans l'exception, on retourne 0. Vous avez vu d'ailleurs ici, je manipule même pas l'objet exception en question, hein. Ici, peu importe ce qui s'est passé, à la limite, je m'en fiche. Je pourrais la loguer. Effectivement, je pourrais rajouter ici une petite couche de... D'ailleurs, mon service est connecté, hein. J'ai mon error service ici qui fait rien pour le moment, hein. Je pourrais le plugger. La raison pour laquelle je le fais pas, c'est que théoriquement, je dis bien théoriquement... Ah, j'étais trop vite. Ah non, c'est bon. Je pourrais la plugger. Théoriquement, théoriquement, je pourrais le faire. La raison pour laquelle je le fais pas, c'est que théoriquement, à ce moment-là, la seule chose qui peut survenir, ce sont des erreurs côté réseau. Donc ça veut dire que ici, normalement, côté web service, c'est logué par la gestion des erreurs côté web service. Ok. Donc du coup, je considère ici que je n'ai pas à m'intéresser à l'exception. Je sais, c'est la troisième fois que je vous surine avec le même message, mais c'est pour que ça finisse par rentrer, bordel. Donc voilà, ici j'ai pas besoin de m'occuper de ça. D'ailleurs, c'est ce que je faisais déjà dans la version précédente, hein. Dans la version, je regardais juste si le statut était pas un 200, dans ce cas, pan, return 0, quoi. Voilà. Ok, l'update a priori c'est géré. Maintenant, get mail verif, ça reste en local. Voilà, on va choper bien, on va effectivement choper l'utilisateur par le nouveau web service là, mais toute la partie de la vérification de l'email se fait donc nativement à l'application. Ok. Et mon validate user, lui c'est pareil, c'est une autre. Hop, on va réutiliser ça. Pourquoi c'est aussi long ça? Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a la partie. Ouais.
Je sais pourquoi, c'est parce que la vérification utilisateur elle est un peu plus complexe. On va d'abord aller checker que l'utilisateur existe en base de données, qu'il a fait une demande. S'il n'a pas fait de demande ici, il faut que ça retourne une erreur. C'est un peu inconscient de ne pas l'avoir. Ouais, il faudra un try catch ici. Bon, peu importe. C'est pas le but pour le moment. Pour le moment, on est en train d'implémenter ça. Du coup, là, il met à jour sa demande. Hop, pardon. Et voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc c'est là qu'on se place et c'est là qu'on commente. Donc là, ouais, pourquoi c'est fait en deux fois? C'est parce que pour valider un utilisateur, il y a deux endroits où les informations utilisateurs sont stockées. Il y a dans la partie web service, bien évidemment, dans la base de données du web service, il va falloir aller valider que l'utilisateur a bien validé son adresse mail. Et puis il y a cette fameuse request là, le mail verif là qui est stocké ici là, qui est stocké dans la base de données de l'application de Collect. Il faut lui dire que oui, oui, c'est bon, t'inquiète, lui il a validé son compte, tout va bien. Ok? Donc c'est parti. Ça, on y retravaille. Ça, c'est quelque chose que je retravaillerai parce que là, pour le moment, je vais avoir que cette application-là qui va être et qui va être concernée. Mais quand il y aura la possibilité de créer des comptes dans toutes les applications, là, on va avoir un problème parce que ça veut dire que si je crée mon compte depuis Rehost et que je le valide depuis Collect, aïe aïe aïe. Normalement, ça sera pas possible parce que le mail que l'utilisateur va recevoir contiendra le mail le lien pour l'emmener vers l'application d'où il a créé son compte, quoi. Mais bon. Il faudra que j'y travaille un petit peu. Ok, donc là on n'est plus sur ça, on est sur du validate user async, voilà. Et le validate user async, il prend en paramètre, j'imagine, un ID user. Ouais, ça c'est pas très étonnant. Voilà. Et c'est tout. Et le return, ah j'ai mis une void là-dessus, d'accord, alors que là ça retourne un int. Ouais, bon bah écoutez, c'est pas bien grave. Hein. Du coup on saura pas s'il est validé ou pas. Ouais, c'est un peu dommage. Tant pis. Parce que c'est une void. Est-ce que je la transformerai pas en int plutôt celle-là là? Ouais, ça me paraît mieux, il n'y a qu'une seule référence en plus. Ça doit être le contrôleur. On va plutôt faire ça. Ok, ok. Donc là on est bon, on a géré notre retour, on a géré notre appel. Normalement on est bon. Suivante. Tic. Et on arrive ici à le password ok. Password ok c'est juste pour aller checker que mon utilisateur a bien saisi le bon mot de passe. On délègue ça à la couche web service, hein, c'est elle qui va aller hacher et checker de l'autre côté. Donc c'est parti, on initialise, on n'est plus sur ça, on est sur password ok, user password ok, qui va prendre plusieurs paramètres, qui va prendre un ID user, voilà, qui va prendre un login évidemment, ouais j'ai inversé, c'est pas grave, et un password. Ok, c'est bien ça, on est bien sur email là, on est bien sur password là, ok, tout va bien. C'est un booléen, donc là, return false. Ok, s'il y a un problème, on return false. Et puis s'il n'y a pas de souci, on return la response. La response qui doit être un booléen. A priori. Parce que ça c'est une task de bool qui retourne un bool. Ok, ça marche. Donc là on est bon. Ça c'est géré aussi. Login, password, email. Tiens, pourquoi est-ce... Ah bah oui, non, je suis pas... Ok, login, password, user ID. Ok, donc ça, on est bon. D'accord, et donc notre fameuse méthode privée. Ok, et bah écoutez, on a fait le tour apparemment, c'est pas mal. Déjà, est-ce que je build toujours? Ok, ça build, on va essayer ça tout de suite. On va se créer un compte, et on va bien voir ce qui se passe. Il y a bien forcément un moment où ça a pété, je m'inquiète pas trop pour ça. On est trop dans le succès là, c'est pas, c'est pas normal. On est trop dans la réussite là, il y a forcément un truc qui va foirer. Ouais, ouais. Allez, vas-y, lance-toi mon ami. C'est parti. S'inscrire. Alors là, faut que je fasse pas trop le débile parce qu'il faut que j'utilise une adresse mail. Une adresse mail qui n'est pas encore présente là-dedans. Ah, et d'ailleurs, d'ailleurs, ça c'est un truc que si, on l'a fait hier ensemble déjà, c'est bon, j'allais dire une bêtise. Ok, bah ça va être compliqué, il y en a beaucoup. La Dibri elle est là, la Dibri il est là. On va se recréer encore un compte. On va encore se créer un compte à la con, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous lise?
Ou alors je détruis tous les comptes de bêta. Ouais, allez, on va faire ça. Boum, boum, boum. Allez, c'est parti. On est en bêta, hein. On est en dev local, donc on s'en fout, on peut détruire. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà, j'ai plus aucun utilisateur qui a accès dorénavant à mon application. Donc, je sais que je peux en créer un nouveau, qu'on va appeler... Comment on l'appelle, Mediboss? Comment on dit aujourd'hui? On l'appelle Jake Peralta? Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Peralta. On va utiliser cette adresse mail là. Ouais, allez. Et on change pas les équipes qui gagnent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. S'inscrire. Boum. On va passer par la fameuse create user, donc ici, hein, de mon nouveau web service. L'email, il est là. Le password, il est là. Le first name, c'est Jake. Le name, c'est Peralta. Et vous avez remarqué qu'à aucun moment, je lui fais parler de un thème. Hein. Un thème d'application, un thème visuel. Ok, ça mouline. Et je suis apparemment désormais inscrit. Eh oui. En tout cas, c'est ce que me donne l'application. Ça veut dire que a priori ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai pas eu d'erreur qui me laisse penser que ça aurait pu foirer. Et bah écoutez, on dirait que non, parce que là, impossible d'identifier l'utilisateur. 12h35, ok, c'est une vieille erreur. Est-ce que la Dibri a reçu... Est-ce que Dibri, s'il vous plaît... Ouais, regardez. La Dibri a reçu ça. C'est vrai qu'il n'y a pas le nom de prénom, c'est un peu dommage, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fait bien appel à localhost 443.22, qui correspond donc au port sur lequel s'exécute l'application collect en local. Ok, ID 43, ça sent bon. Allons voir. On clique. Get user. Alors ça donne quoi ça? Ok, validate user. Il a trouvé un mail ID. Oh, pourquoi un? Ouais. Inscription terminée, merci d'avoir validé votre compte. Eh ben, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent les D-Boss? Maintenant on revient ici, on va à la page d'accueil. Ouais, on se connecte. On va essayer... bah du coup j'ai mis la même adresse mail et le même login. Donc si je fais ça, normalement, ça devrait être bon. Jake Peralta. Et ben voilà. Mon processus de création d'utilisateur et de validation de mail fonctionne. Alors si ça c'est pas une bonne nouvelle, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller changer. Je vais enlever tous mes points d'arrêt, hein, parce que ça vous emmerde, vous les voyez pas, c'est sur l'autre écran. Voilà. Je vais juste aller changer ici 2-3 infos pour être sûr que ça marche toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre... on va le changer, on va l'appeler Charles Boyle. Voilà. Et on va lui mettre la couleur foncée. Voilà. Mise à jour. Retour à la page d'accueil dans 3 secondes. Boum boum. Couleur foncée Charles Boyle. Voilà. Donc c'est bon Medibos. On a vraiment là, on a vraiment fait, on était jusqu'au bout du truc. Hein. On a implémenté la couche utilisateur. Elle est entièrement maintenant dédiée à ah, il reste peut-être quelque chose qu'on peut voir ensemble. On a en tout cas toute ma pile de création de compte et de connexion et de modification de compte. Tout ça maintenant, web service. La dernière chose qu'il faut qu'on modifie, et ça du coup maintenant on va vraiment toucher au cœur de Collect, hein, c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse aussi pour Rehost, hein, de toute façon, c'est que quand je vais vouloir aller créer des collections, là forcément ça va plus être bon. Parce que là rien que pour aller chercher les collections que j'ai, il les cherche avec mon ID d'utilisateur de... je pense qu'il doit se référer à l'ID d'utilisateur qui est dans qui est dans la table utilisateur de l'application elle-même. Ok, on va aller vérifier ça, c'est très simple. En tout cas, je pense qu'on en a fini avec ce fameux service-là. C'est pas mal. Il n'est pas connecté à mon service error, on va le simplifier, il n'y a pas de souci. Le error service ici, ça sert à rien de se prendre la tête s'il n'y est pas. Voilà. Du coup, on n'a pas besoin d'accéder à la trame HTTP. Ok, on est bien. Et ben voilà, on a vachement simplifié le code, c'est bien ça. Ah oui, puis il y a l'appel forcément qui va être foireux, ça c'est normal. Parce que lui, où je l'instancie, il y a de fortes chances que dans le user controller, ici, ouais, il y a de fortes chances, voilà, que je lui passe en paramètre des choses dont il a plus besoin. Voilà. Et F12 là, de référence. Home controller. Le home controller, pourquoi il a besoin du debris? Ah oui, c'est pour... Non, il n'y en a plus besoin, si. Pourquoi
pourquoi il a besoin du debris controller? Ah, il en a plus besoin de lui. Alors en fait si, il va en avoir besoin par la suite. Mais pour le moment il n'en a plus besoin. Je dois pouvoir faire ça et ça devrait compiler et passer. Ouais, c'est ça. Alors, là, alors justement, ça me permet de faire une super transition. Comme je vous disais à l'instant, il faut que je sois sûr de moi. Dans tout le reste de l'application, il peut y avoir des moments où j'essaie d'activer des ressources qui appartiennent à l'utilisateur connecté. Sauf que, attention, l'utilisateur qui est connecté maintenant, il n'est pas stocké dans la même table de la base de données que précédemment. D'accord? Donc ça veut dire que tous les endroits où je pourrais avoir un get user by ID, il faut bien que je sois sûr qu'il passe par le debris user service et non pas par le user service natif à l'application. Alors je pense que le plus simple pour m'affranchir de tout, pour être sûr d'avoir tout qui me pète aux yeux rapidement, à mon avis, le plus simple à faire à ce moment-là, c'est d'aller carrément dans ma couche service, voilà, et d'aller voir s'il existe un user service. Voilà, visiblement ce n'est pas le cas, il n'y a pas de user service tout court. Donc j'ai l'impression que on est bon et que on n'a plus du tout d'accès à la base de données à cette classe là quoi, à cet objet là. Je pense que mon objet user ne doit plus avoir de référence. 5 références. Ok, ok, si, il y a encore des users. Et d'ailleurs, ah oui, parce que la table existe, d'accord, les documents, les users. Ok, ok, ok. Donc ça veut dire qu'en gros, ça où cet objet là est appelé, il faudrait qu'il appelle des debris users à la place, tout simplement. C'est un peu normal, hein. C'est tout à fait normal. Et ce qu'on va faire pour faire ça, du coup, c'est que je vais simplement l'offusquer, ce truc-là. Donc j'ai plus de user service, ça me va. Par contre, dans ma classe, le modèle, il est généré comment? Il est généré depuis la base de données ici. Donc faut peut-être pas trop que je déconne. Mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça. On va l'exclure du projet, ce fichier-là. Voilà. Donc il est plus inclus dans la compilation, ce fichier user service. Voilà. Donc ça veut dire que si je demande une régénération, je vais avoir plein d'erreurs là où j'essaie d'instancier un objet user. Effectivement, c'est le cas. J'en ai quelques-unes, hein, pas plein, mais quelques-unes. Et on y va, on commence. Alors le dev context, oui, ça c'est normal, mon ami. C'est parce que toi, t'es généré depuis la base de données. Donc ouais. Je le commente ici, mais en fait, la vraie solution ici, c'est d'aller supprimer depuis la base de données, supprimer dans la table la fameuse supprimer dans la base de données collected, supprimer la table user, tout simplement. Voilà comment il faudrait faire. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir à chaque fois que j'appelle un user. Donc on y va, on a la collection, voilà. Ici, ah ouais, ah oui, ah oui, ah oui, oh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Eh oui. Ok, là on va commencer à en chier un tout petit peu, mes amis, parce que c'est une foreign key. Ok, on prend trop de... Là, on se complexifie trop la tâche. On va changer d'optique, on va changer de stratégie. Collection, j'y touche pas. Lui là, je le remets comme il était. Hop, on l'inclut dans le projet. Et lui, on annule les modifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Boum, voilà. Ok. Donc là, on devrait retourner sur quelque chose qui compile. Alors, là maintenant, de toute façon, on aura le même problème quand on sera sur Rehost. Ok, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de stream. La problématique qu'on rencontre là maintenant, c'est que mon application, elle a des données dans sa base de données qui sont liées donc à mon ancienne gestion des utilisateurs. Ok, et là c'est le cas, hein, on a vu il y a 2-3 tables, notamment la table collection, la table document, il y a 2-3 tables qui contiennent un ID user. Cet ID user, actuellement, en tout cas dans la base de données, c'est une foreign key. Ok, donc ça veut dire que je peux pas faire n'importe quoi avec, je peux pas la berner en lui disant d'aller chercher l'user qui est de l'autre table. D'accord? Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est moi ce que je propose en tout cas, c'est d'aller modifier ma base de données, ok, aller détruire la FK qui est dans la, en tout cas pas détruire, laisser la colonne, mais laisser la colonne c'est très important, mais il va falloir, quoique elle doit être vide, puisque de toute façon je les reset, ouais elle est vide, donc il faudrait soit aller enlever la FK quoi, que ce ne soit plus une foreign key cette table là. Ce qui fait que quand je vais créer un objet collection,
L'objet collection, lui, il a juste un ID de user, mais il n'a pas la propriété de navigation user, ok. Et quand je veux vouloir aller choper l'utilisateur de ma collection, il va falloir que j'aille faire une jointure avec la nouvelle base de données, avec le web service. C'est comme ça qu'on va faire. Je sais pas si j'ai été bien clair dans mon explication, mais en tout cas c'est comme ça qu'on va faire. Donc c'est parti. Maintenant là où on va aller, c'est qu'on va aller sur Collected Dev. Alors on a terminé avec la partie web service, Mediboss. Donc ça c'est pas mal. Il tourne toujours le web service, hein. D'ailleurs je m'en suis même pas occupé, mais il tourne toujours. Il est là, il n'a pas de modification en attente, donc il n'y a pas besoin de le relivrer. Voilà, ce qui m'intéresse maintenant c'est de modifier Collect. Et donc dans sa base de données à Collect, on va aller là, on va voir que dans la table collection il n'y a plus de données. Je l'avais vidé, rappelez-vous, hein, quand on est passé en dev l'autre jour. Elle a plus de données. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle contient un ID user ici. Voilà, et cet ID user, c'est une foreign key ici vers la table user. Ok. Donc dans un voilà, bien sûr, vous l'aurez imaginé, vous l'aurez compris. À terme, mon but, c'est de supprimer carrément cette table user ici, puisque c'est plus là qui seront mes utilisateurs, c'est dans l'autre base de données. Si je fais ça, je vais avoir plein d'erreurs de partout parce que j'ai des FK un peu partout. Donc c'est parti, on y va, on parse toutes mes tables et on supprime la foreign key. Vu Mediboss. Relation. Alors j'ai une relation entre collection et user. Poum, supprimé. Voilà, on sauvegarde. La table est vide, donc ça devrait pas trop me faire chier. Voilà. Ok, il doit être non nul, ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est plus une FK. Si je fais F5 ici, voilà, c'est une colonne normale. C'est un int non nul, quoi. Les documents, je pense qu'on a le même problème. Voilà, ID user, donc c'est parti. Et ce travail-là, il faudra le faire aussi sur Rehost, quand ce sera l'heure de passer Rehost aux nouveaux utilisateurs. Ça peut se faire en script, hein. Moi je le fais comme ça dans le manager visuel parce que je trouve que c'est plus joli et c'est plus joli pour vous aussi. Là il n'y a pas d'ID user. Là il n'y a pas d'ID user. Là il n'y a pas d'ID user. Peut-être mais en tout cas pas en FK. Ok. Ok. Et donc la table user. Ce qui fait que maintenant on devrait même pouvoir la supprimer, la table user. Ça devrait plus poser problème. Essayons, essayons. Allez, on est en dev, on essaye. Boum. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, étape suivante, aller mettre à jour mon application avec ma couche Entity Framework là. Aller la mettre à jour pour lui expliquer qu'il n'y a plus donc les fameux objets que je viens de supprimer. Donc c'est parti, vous savez, j'ai fait un tuto hein, sur YouTube, si vous avez besoin, vous me demandez. Ok, ça se fait ici parce que j'ai qu'un seul projet. Ouh, c'est pas bien. Voilà, force, build succeeded, putain. Ouais. J'ai un peu serré les fesses là. En tout cas, dans ce qui m'a généré, dans mon nouveau collective dev context qui vient de me créer à l'instant. Tiens d'ailleurs, c'est marrant qu'il l'appelle. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Il n'y a plus les users, effectivement. Il n'y a plus la notion de user dans cette version là que je vous montre maintenant. Ok. Pourquoi? Parce que mes objets les contiennent toujours. Hein. Voilà, si je vais dans mes collections, il y a toujours un ID user, mais il n'y a plus la propriété de navigation et surtout c'est plus une FK quoi. C'est ça que je voulais. Théoriquement, je devrais même pouvoir supprimer ça. Ça devrait fonctionner. Voilà. Le scaffolding, on a fini avec. Et du coup, allons générer et allons corriger des erreurs à chaque fois où on essaie d'aller chercher un user. 2 a réussi. Ça me paraît bizarre ça. Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est parce que du coup, il utilise le user qui est dans le cookie. C'est tant mieux. C'est très bien. Donc du coup, on avait dit collection, contrôleur, admin, home. Voilà, c'est parti, on va faire une passe globale sur l'application. Dans le home controller. Le home controller, c'est la page d'accueil de l'application. On va regarder si mon utilisateur est connecté. Et pour regarder si mon utilisateur est connecté, on le fait en passant par les claims, donc par les fameux cookies. Ok. Et ça, on a déjà corrigé, c'est dans la partie login. Hein. Donc on sait que là, ici, s'il y a quelque chose là-dedans, ça vient forcément de la nouvelle table, là, de la base de données alimentée par le web service. Donc là, effectivement, on n'a pas besoin de se connecter ici. Voilà. Ah, ça va simplifier pas mal les choses, hein. Tant mieux. Moi, j'aime bien quand ça simplifie les choses.
Ok, continuons. Le admin controller, lui, il n'y a rien pour le moment, donc on s'en fout. C'est prévu, mais c'est pas encore. Par contre, le collection controller, là, on va commencer à rigoler. Dans le collection controller, c'est sûr, et à un moment donné, j'écris l'information de l'utilisateur connecté quand je crée une collection, c'est obligatoire. Donc on y va, on va voir comment ça se passe. Ça fera probablement appel à un collection service, mais bon. Donc j'arrive ici, ça c'est mon constructeur. Mon constructeur il est connecté à un collection service, très bien. Mon index il va aller chercher s'il y a un user connecté, d'accord. Ok, donc c'est fait ici, d'accord. Quand je demande les détails d'une collection, il va chercher ça, le user ID, le modèle collection, ok. Donc c'est dans le get collection de mon collection service que je récupère visiblement un ID user. Ok. À mon avis, c'est là que c'est fait. Bon, on va aller voir ça de plus près, d'accord. Et ce sera pareil pour la plupart du temps, hein. La plupart du temps, ah là, il le fait avec ça. Is collection owner, ouais. Toggle collection, ok. Là, c'est fait depuis le cookie. Create ID user, user ID, il le prend depuis le cookie aussi. Formidable. La création, already exist, model ID user. Celui-là, c'est celui qui vient du modèle, donc on sait qu'il vient du cookie. À l'édition, user ID, il le prend depuis le claim aussi, c'est formidable. Parfait ça. Ok. ID collection, et le ID user il est là, il vient du collection qui est ici, get collection. Encore une fois, on est sur le même dans le collection service. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Ok. Là, c'est pareil, ça vient du cookie. Et la suppression, ça vient du cookie. Bon. Bah, on est pas mal, hein. Moi, je vois vraiment un seul endroit maintenant où ici, il faudra faire gaffe parce que le in collection ID, là, il y a peut-être une jointure qui est faite avec l'autre table. Il prend les collections, il prend les items. Non, 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 il le fait pas, c'est formidable. Eh bah, c'est parfait. C'est parfait. Ah, j'entends dans mon casque qu'on me dit que j'ai presque plus de batterie. Donc il va bientôt être l'heure de vous laisser, Medibos. Mais c'est pas grave, on aura fait le tour, ça tombe bien. Vous savez quoi? On va assumer que tout est ok. De toute façon, ça compile a priori, même sans la gestion des users. Donc on va le faire, on va aller voir ça. On vient de se créer un utilisateur là qui s'appelle. On va aller le checker lui. Il est là. Il est là, on l'avait tout à l'heure. Je vous montre pas la bonne scène, désolé. Voilà. Il est là mon user, il est là, il s'appelle Ladibri, il s'appelle Charles Boyle. Et il est l'ID 43. Ok. Et bah allez, c'est parti. On va aller se générer, créer une nouvelle collection. J'ai lancé l'application, ça se lance. on va aller se connecter à l'application avec Charles Boyle là. Et on va créer une collection. Et on va tout de suite aller voir si dans la base de données, la collection porte l'ID 43 ou est-ce qu'elle porte un ID 0. Ouais, parce que c'est pas une FK, donc ça peut très bien être 0, c'est pas annulable, mais c'est un int tout court. Donc il peut porter 0, la valeur par défaut. Si jamais il n'est pas renseigné. Qu'à cela ne tienne. Allez vas-y, mon petit Charles Boyle, connecte-toi. Voilà, Charles Boyle est connecté. Mes collections, ok, créer une collection, ok. Non, on va l'appeler les collections de... Qu'est-ce qu'il collectionne Charles? Il collectionne quoi Charles Boyle? Vous savez vous les Dibos? Il collectionne les femmes? Non pas vraiment. Il collectionne les échecs. Allez c'est parti. Et on va la mettre en favori. Étape suivante. Oui ça c'est méchant par défaut. C'est propre à ces métiers ça. Voilà. Ok bah écoutez ça a l'air de marcher. On voit bien que là j'ai une collection d'échecs. qui a un ID ok. Et qui contient des items. On va ajouter un item quand même à la collection histoire d'être sûr. On s'en fout ça, j'ai pas d'idée, je voudrais pas vous tenir la jambe trop longtemps. Ah oui, prix d'achat, pardon. Ah oui, forcément. Ok, l'item il est là, parfait. Donc ma collection elle contient un item, ok. Bon bah ça a l'air bon, on va voir en bas ce que ça donne. C'est parti, donc c'est le 43 on avait dit, hein. Donc on est sur Collected Dev au niveau de mes collections. Et regardez, ça marche! Ça marche les dibos. On a bien l'ID numéro 43. Ok, c'est une collection d'échecs. Je suis désolé, Charles Boyle.
Ok, donc là ça veut dire que l'utilisateur Dibbery qui s'appelle Charles Boyle a créé une collection qui s'appelle collection d'échecs. Ok. Les items, donc c'est la collection numéro 24. Normalement les items il devrait y avoir un, voilà, qui est lié à l'ID collection 24. Les documents il en a pas mis. Les thèmes on s'en fout. Et le mail verif il doit être de type... c'est... non modifié on s'en fout mais... Voilà, il m'a envoyé le numéro 18 tout à l'heure. Date verified. 12,50, ça doit être celui-là. Ouais. Ah, et verified true. Ouais, je sais pas, peu importe, on s'en fout. Ah oui, c'est parce qu'il prend le first or default. Bon, c'est pas grave. Tout ce qui compte, le plus important, c'est ça. C'est que, bah écoutez, notre gestion des utilisateurs, elle est pas mal. Hein. On l'a fait, les Dibos. On arrive au terme, là. On arrive au terme. Je suis assez content. Je suis pas peu fier, hein, je vais vous le dire, mes Dibos. On arrive au terme. Et donc, on l'a fait. On a connecté Collect à notre nouveau système de web service. Donc cette fois c'est la bonne, cette fois c'est la bonne. Collect va pouvoir partir en prod, hein, parce que le web service existe en production. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, je vais pouvoir prévenir mes utilisateurs. Et donc la prochaine étape du coup, bah, ça sera de faire le même travail qu'on vient juste de faire là sur Rehost. Celui-là va demander plusieurs heures par contre de boulot, c'est clair, parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. On marchera sur des œufs clairement parce qu'on ne pourra pas se permettre de supprimer les données en place. Donc je pense que pour le travail sur Rehost, je vais le commencer moi-même en amont de mon côté à moi. Mais et puis bon, vous serez bien sûr, je vous streamerai bien sûr le contenu de mon travail, comme ça le midi, mais ce sera des récaps, ce sera pas la totale, parce que ça risque d'être un peu long, et puis il faudra que je me concentre 5 minutes. Mais d'abord il faut que j'aille prendre un putain d'Actifed, parce que là j'en ai jusque là, c'est l'enfer. Merci de m'avoir suivi mes petits dibos, merci de m'avoir suivi jusque là, c'était très sympa. J'ai adoré faire ce petit projet avec vous. On en fera d'autres, hein, bien sûr, ne partez pas. Moi, je vous retrouve demain midi pour la prochaine pause dev. Je sais pas de quoi on parlera encore, on verra ça. Euh, peut-être des corrections d'erreurs, parce que c'est possible que j'en trouve au fur et à mesure de la journée. Mais voilà, mes boss. Merci du fond du cœur, vous êtes toujours là, c'est vraiment un grand plaisir. Hier, on a fait un peu de rétro gaming, c'était super cool. Je pense que ce soir, on fera autre chose. Si je suis en état, on fera peut-être un jeu un peu plus adulte, on verra. C'est la fin du wipe, enfin, c'est la fin de la saison actuelle sur Tarkov. On en profitera peut-être pour se donner rendez-vous là. Dans tous les cas, jusque-là, portez-vous bien. Oubliez pas de passer une super journée. Hydratez-vous, mes boss. Bisous, bisous. Ciao, ciao.